Martin Lefebvre est, qu'est-ce qu'on va dire, associé au Centre interuniversitaire d'études hongroises et finlandaises, membre donc de la Fédération de recherche interdisciplinaire. Donc, il est dans les sciences du langage, si l'on peut dire, travaille beaucoup sur la linguistique interactionnelle, où l'on considère le langage non pas comme qu'est-ce qu'on va dire, un sac de ressources lexicales, notamment, avec tout ce que cela implique, mais où le langage est considéré comme un mode d'action, une façon de faire. Et là, le point de vue sur le langage croise aussi bien l'anthropologie, la sociologie que la linguistique. Merci beaucoup, Patrick. Voulez-vous qu'on éteigne? Non, c'est bon, ça marche très bien. En fait, non, la lumière, on la lumière, mieux voir. Oui, pardon. Oui, c'est une bonne idée. L'autre, voilà, c'est bien. Oui. Ça fait un peu comme au cinéma, comme ça. Tout à fait. On est dans la salle de cinéma, si tu en crois. Pour introduire ma présentation, je me disais que ce serait intéressant de vous raconter une toute petite anecdote que j'ai vécue ce matin en arrivant ici, en sortant du RER. Il y avait plein d'agents de circulation, vous voyez tous ce que c'est, hein, pendant les heures de pointe, on met des gens qui aident à fluidifier le trafic entre ceux qui descendent et ceux qui montent. Et donc, ils sont tous montés comme moi à Châtelet, et ils sont tous descendus comme moi à Luxembourg. Et donc, ils marchaient en groupe comme ça, et ils portaient tous des gilets jaunes. Alors je dis rien, et puis je dépasse le groupe, et finalement, je dis à une personne qui était devant, encore une manifestation de gilets jaunes. Et elle me répond, oui, mais nous, on est des gentils gilets jaunes. Ah bah, on vous l'a rassuré. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que finalement, dans sa réponse, elle supposait qu'il y avait aussi donc, des mauvais gilets jaunes, des méchants gilets jaunes. Et ça rejoint un petit peu le thème de ma présentation aujourd'hui parce que je voudrais parler de l'influence des médias sur la perception qu'on peut avoir des phénomènes sociaux. Voilà. Introduction. En fait, le point de départ de ma présentation, il est double. D'une part, je voulais proposer encore une petite définition, enfin une respécification de ce qu'on peut entendre par précarité, en disant que on pouvait l'articuler avec la notion d'agentivité que vous connaissez tous et toutes, et qui renvoie donc au fait que, qui renvoie aux capacités d'agir des individus dans la société, mais aussi au niveau psychologique. En fait, la notion d'agentivité, elle traverse au moins, disons, la linguistique, la psychologie et la sociologie. Donc, elle nous intéresse en tant que notion comme ça pluridisciplinaire. Et donc, il me semble qu'en articulant agentivité et précarité, on peut dire que la précarité, c'est une perte d'agentivité ou une confiscation d'agentivité. C'est-à-dire que le groupe précaire perd des possibilités d'action, des possibilités d'agir. Et pour illustrer, enfin pour argumenter cette définition, je voulais prendre le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes en comparant, disons, le traitement médiatique qu'on peut trouver sur ce que je vais appeler de façon un peu imprécise les médias mainstream. Donc je prendrai l'exemple d'un média qui n'est pas si mainstream que ça, mais enfin qui l'est quand même, qui est France Culture. Voilà. Et ensuite, comparer ce traitement médiatique avec un autre espace médiatique beaucoup plus, disons, varié et ouvert à un ensemble d'acteurs, un des plus indépendants, qui est YouTube. Alors juste pour un peu ancrer, proposer quelques idées, renforcer de façon conceptuelle mes propos, je pensais que c'était intéressant de commencer par la citation de Yves Citon, dans une des premières pages de son livre de 2017,
intitulée Médiarchie, donc dans laquelle il défend l'idée que plutôt que de vivre en démocratie, on vit dans une médiarchie, c'est-à-dire un système dans lequel les médias ont un pouvoir très important, qui va jusqu'à constituer des groupes et des définitions de ces groupes, et aussi des définitions de l'agentivité des groupes et des individus. Donc il dit, s'efforcer de comprendre la médiarchie, c'est tenter de concevoir ce que sont les médias en réfléchissant à ce qu'ils nous font, à la fois aux effets qu'ont les médias sur nous, mais aussi au devenir qu'ils induisent en nous. Les médias, non seulement nous gouvernent, mais nous constituent individuellement et collectivement. Donc, ça m'intéresse, cette façon de définir les médias. Les médias seraient donc des entités qui attribuent des formes d'agentivité aux différents groupes sociaux. Et là, je vais prendre l'exemple des Gilets jaunes. Donc, je vais prendre un premier exemple qui est en fait un extrait du journal de France Culture de 22h qui a été diffusé le lundi 18 mars 2019, donc après la fameuse journée, le fameux samedi où les Champs-Élysées ont brûlé. Donc, je vous lis, hein, mais donc c'est un journaliste qui dit. Alors, il fait un compte-rendu d'une audience après que des individus ont été interpellés sur les Champs-Élysées ce jour-là. Il dit, même profil pour la plupart des prévenus, ils touchent le RSA, ils n'ont pas de travail et participaient pour la première ou la seconde fois à des manifestations de Gilets jaunes. L'un d'eux a tenté de devenir conducteur de bus, sans succès. Il vit chez ses parents, sans compagne ni enfant, il a lancé des projectiles et des bâtons de bois sur les forces de l'ordre. L'autre n'a que 30 ans, 4 enfants, sans domicile fixe, un t-shirt chez Guevara. Sur les Champs-Élysées, il a ramassé des vêtements, donc. Bon, ensuite, l'air penaud, ils soufflent leurs excuses à demi-mot. Je ne veux plus jamais manifester, c'est terminé, murmure le premier. Je suis désolé, ça me servira de leçon, ajoute le deuxième. Vous voyez des vitrines saccagées et des habits au sol, à aucun moment vous ne faites le bien, assène la présidente, le ton cassant. Arrêtez de me raconter n'importe quoi. Une des avocates se risque à la métaphore. Quand mon client jette un projectile, ce n'est pas le policier qu'il vise, mais la société. Pour lui, elle est la cause de tous ses soucis. Bon. Et puis soudain, la tension monte, d'un cran l'heure du délibéré, 1 et 3 mois de prison ferme. Les deux prévenus repartent. Bon, je ne vais pas tout dire. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'abord le début. Même profil pour la plupart des prévenus. C'est-à-dire, on va prendre 2 cas et on va en faire des prototypes du profil des Gilets jaunes qui étaient présents sur les Champs-Élysées ce jour-là. Quel est ce profil, pour résumer, on pourrait dire que c'est l'incapable infantile. Il a essayé de devenir conducteur de bus, mais il n'a pas réussi. Et puis après, il n'a rien essayé, il vit chez ses parents, il n'a pas d'enfant, il est isolé, il n'est pas capable de construire des relations sociales. Le deuxième, sans domicile fixe. Voilà. L'air penaud, ils soufflent leurs excuses à demi-mot. C'est quand même intéressant comme formulation. L'air penaud, c'est des gens qui ne sont pas capables d'assumer leurs actes. Et donc, vous voyez ici déjà se dessiner une forme d'agentivité qui est construite dans le discours du journaliste. Donc l'agentivité, encore une fois, de quelqu'un qui est presque sans euphémisme, une sorte de rebut de la société un petit peu, quoi. Voilà. Bon, d'un autre côté, on a alors quand l'avocate essaye de défendre et de donner une tentative d'explication, pour donc pas forcément d'excuser, mais au moins d'expliquer.
ou de développer une approche sociologique. Hein, ça me fait penser à Pour la sociologie de Bernard Lahire, où il dit c'est pas parce qu'on produit des explications sociologiques qu'on explique forcément, qu'on excuse forcément, mais c'est déjà très important de comprendre ce qui peut pousser des individus à agir d'une certaine façon. Mais, donc, quand un avocat essaye d'entrer dans ce type d'explication, ce n'est qu'une métaphore. En fait, hein. Une des avocates se risque à la métaphore. Donc tout ça, c'est la façon dont le journaliste catégorise et construit la réalité de l'événement dont il rend compte. Et du coup, bien sûr, construit la réalité que les auditeurs vont percevoir et qui pourra les influencer ensuite sur leur perception du mouvement. Oui, enfin, c'est une influence qui est très généralisée et qui a des incidences sur beaucoup de choses, y compris au moment de voter ou au moment de dire bon, je ne vais pas voter aussi. Voilà, alors ensuite, juste dans le même journal, donc le même journal de 22h, lundi du 18 mars, on trouve aussi l'intervention d'Emmanuel Macron. Donc il dit, il y a des... Donc c'est Emmanuel Macron qui réagit aussi aux mêmes événements. Donc il dit il y a des manifestations, on en a dans toutes les démocraties, et la manifestation, elle est protégée, il faut qu'on puisse... elle est l'expression libre, mais respectueuse de la liberté des autres. Mais moi, je ne confondrai pas la manifestation et ce qui s'est passé samedi, comme ce qui s'est passé parfois dans d'autres villes. Ça s'appelle une émeute de casseurs. Il faut faire ce distinguo de manière absolue. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf détruire, etc. Donc, c'est une partie intéressante. Hein. On a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors. Bon, je passe le reste. Donc, vous voyez toujours cette logique de construction d'une agentivité de ces personnes. Et dans ce journal, c'est les seules sources qu'on a. On a ce journaliste donc, qui décrit des infantiles qui ne savent pas ce qu'ils font, des penauds, voilà. Et puis la version de Emmanuel Macron. On n'a rien d'autre. Et bon, alors là, je prends ce cas-là, mais moi, j'écoute pas tout. J'écoute les informations disons une fois par jour à peu près, en faisant un café et le matin, et j'entends très peu d'autres sources en ce qui concerne les Gilets jaunes. Et donc, par contre, si on sort de ces médias mainstream et qu'on va sur YouTube, par exemple, on trouve, concernant le même, si vous voulez, une description du même jour, on trouve des paroles de gens qui étaient là. Ah oui, nous, on en a marre de mettre des gens en place pour 5 ans et qui pendant 5 ans font juste ce qu'ils veulent et ils nous écoutent plus. En fait, ils viennent nous chercher tous les 5 ans qu'on les mette en place et pendant 5 ans, ils font bien ce qu'ils veulent. Tous les 5 ans, on a Le Pen contre le finaliste et voilà, on n'a plus le choix en fait. La démocratie, elle est finie en ce moment. On nous met toujours le même scénario tous les 5 ans. Nous, on en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait que la politique revienne de la base et remonte et qu'en haut, ils appliquent ce que nous, on a besoin, qu'ils écoutent nos besoins. Ok, donc juste pour... je donne cet exemple juste pour montrer que, effectivement, c'est Alfred Schutz qui développe la notion de pluralité des points de vue et dit, bon, on ne voit pas le même match sur un terrain de foot selon qu'on est dans telle aile, si on est... donc, le point de vue crée aussi la description de la réalité. Une description. Voilà. Donc je me dis, c'est bizarre que dans ces médias mainstream, on ne trouve pas au minimum, disons, je ne dis pas qu'il faut donner la parole à 50 gilets jaunes, mais au moins un autre petit point de vue. Donc, ça va au niveau du temps? Ça va. D'accord, ok. 5 minutes 5 minutes. Bon, je vais accélérer.
Parce que là, j'avais passé, donc, je viens de finir mon introduction. En fait. Tu parles depuis un quart d'heure, bientôt. Non, voilà. Donc, tout ça pour dire que ça me semble intéressant de considérer YouTube comme un espace dans lequel les personnes précaires peuvent récupérer au moins une façon de dire leur agentivité et de donner de créer une autre réalité de leur image, se créer une autre image. Bon alors, j'avais voulu vous présenter brièvement différents types de chaînes. Je passe très vite. Il y a Russia Today qui est pro-gilet jaune, mais bon, qui donne beaucoup de la parole aux gilets jaunes. Vous avez le contraire, BFM TV, qui est plutôt pro-policier, on va dire. Le média, qui propose beaucoup d'interviews, d'entretiens, de reportages, qui invite aussi beaucoup d'universitaires. C'est une chaîne vraiment intéressante, je trouve. Et puis ensuite, vous avez des médias plus indépendants. Là, c'est la chaîne de Gaspard Glantz qui a été arrêté, je ne sais plus à quel acte. Là, on voit d'ailleurs une petite... Est-ce que ça marche ? Ici, on voit... en fait, il était en train de filmer quand il s'est fait arrêter par la police, donc on peut voir son arrestation en direct. Bon, alors moi, je voulais juste vous présenter une chaîne qui s'appelle Sanglier Jaune, et en fait, cette chaîne... elle prend le parti de donner la parole aux Gilets jaunes sur les lieux qu'ils investissent. Donc on est vraiment dans la relation lieu, précarité et récupération d'une agentivité par l'occupation d'un lieu et la construction d'une socialité dans ce lieu. Donc ça rejoint ce que Tounda a présenté avec le bateau. Donc voilà cette chaîne. Donc son projet, c'est de faire le tour de France des ronds-points et de filmer et de voir ce qui se passe sur ces ronds-points. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un journaliste qui est devenu journaliste à cette occasion, qui se revendique lui-même comme gilet jaune. Donc on est vraiment dans l'idée de une approche endogène de ce mouvement. Donc, dans la première série de vidéos que je vais vous montrer, finalement, elle est caractérisée par le fait qu'il y a un isolement, il y avait un état d'isolement qui créait de la précarité et que investir les ronds-points, c'était l'occasion de regagner de l'agentivité au niveau du groupe. Et on voit aussi dans ces discours se développer des formes de conscience politique, des références à des modèles sociaux. Et donc on est loin de l'image caricaturale qui est présentée dans les médias mainstream. Alors je voulais vous donner cet exemple, par exemple. Ça fait du bien parce que on est tellement habitué à être chacun chez soi, dans son petit coin, sans jamais communiquer, sans jamais parler. Il n'y a plus de lien social en France, il y en a de moins en moins. Et être là, devant ces monuments, ça recrée du lien social, ça recrée de la fraternité. Les gens réapprennent à se parler, à se découvrir, à ne plus juger sur des stéréotypes à la con. Non, c'est un créateur de lien social cet endroit, c'est fantastique. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas m'attarder sur chaque détail de cette description du lieu. En tout cas, on peut voir l'opposition entre une situation qui prévalait avant le mouvement des Gilets jaunes et l'occupation des ronds-points, qui est caractérisée par l'isolement, la méfiance, jugée sur des stéréotypes, à une situation dans laquelle l'occupation de ces ronds-points permet de créer du lien social. Alors si ça, je vais peut-être le passer. Oui, enfin, il y a quand même l'idée que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé de particulier ici? Est-ce qu'il y a besoin de mots? Sincèrement, est-ce qu'il y a besoin de mots quand on voit des forces de réunion pareilles, quand on voit des convictions pareilles qui sont réunies, des gens de tout âge, de tout milieu?
C'est un endroit qui, de par sa structure, de par ses monuments et de par tout ce qu'il y a autour, permet une convergence où tout le monde a sa place, tout le monde fait ce qu'il veut et souvent les gens ce qu'ils veulent c'est faire le bien autour d'eux. Et on leur reprend cette possibilité, cette chance et cette place à chacun de faire ce qu'il a envie. On se retrouve à faire tous de belles choses. Je passe et puis je ferai une petite synthèse. Tu peux m'expliquer un petit peu la vie du camp, comment ça s'organise? C'est simple, c'est sur la base du volontariat, c'est comme tout. Il y a des gens qui, selon nos emplois du temps, selon le temps qu'on a aussi, c'est ça la principale problématique, eh bien on reste toujours sur place, on organise des AG pour prendre des décisions pour le camp, on organise des groupes de réflexion pour réfléchir à des revendications ou à des actions qu'on pourrait faire. C'est une façon de fonctionner qui est très participative et très démocratique. Il n'y a pas de chef ici, on a outrepassé ce niveau-là. Maintenant, on est un collectif de citoyens qui prend des décisions ensemble. Ok, voilà, donc ce qui me semble intéressant dans cette série de 3 vidéos, hein, c'est ce que j'ai mis un peu comme une sorte de synthèse et de titre. Hein, on peut dire que la récupération de l'agentivité prend la forme d'une organisation spécifique de l'interaction sociale des membres du groupe lors d'activités qui ont une dimension politique. Le fait de pouvoir se réunir sur un lieu et d'organiser soi-même les modes de participation, ça permet aux individus de retrouver des possibilités d'agir et de créer de nouvelles formes de participation, d'émancipation. Alors là, cette première série de 3 vidéos, c'était plus sur l'aspect organisationnel du lieu. Après, on peut voir aussi des formes plus concrètes d'activités. Donc il y avait le cas des potagers, par exemple, donc c'est un autre lieu. On veut aussi vivre autrement et se rapprocher un petit peu des choses qui coûtent moins cher, d'aller directement au producteur, d'éviter de passer par des intermédiaires quand on peut, et puis d'aider ceux qui sont vraiment en difficulté, parce qu'actuellement, c'est impressionnant le nombre de personnes qui sont vraiment en difficulté économique pour remplir leur frigo. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais juste vous montrer des extraits. Le mercredi, du coup, on fait l'atelier enfant, on fait du coup des semis pour, les beaux jours arrivent, donc en fait c'est le but de faire un potager pour pas qu'on vive de l'autosuffisance, mais voilà, qu'on montre qu'on puisse se débrouiller tout seul, quoi. Voilà. Et qu'il faut qu'on agisse dans le concret et qu'on fasse par nous-mêmes, en fait, qu'on n'attende pas que ce soit quelqu'un qui nous donne un peu plus de pouvoir d'achat ou un peu plus de poids décisionnaire. On peut mettre des choses en place au quotidien pour avoir de la nourriture de qualité. Donc voilà, en attendant que ça produise, on essaye de se rapprocher des petits producteurs de notre région. Oui. Donc là, ce qu'on voit dans l'activité potager, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension éducative avec les enfants, hein, du fait de participer à des activités, on sait d'un point de vue pédagogique que c'est plutôt par l'action qu'on apprend mieux que par l'écoute docile d'un professeur. Hein. Le fait de participer à des activités, c'est le fondement le plus efficace de l'apprentissage. Donc, participer, par exemple, à des potagers, ça se passe aussi dans les cités du Secours catholique, dans les maisons relais. C'est une façon pour les enfants d'apprendre comment des notions de sciences de la vie. En fait. Ensuite, il y a une dimension de consommation responsable et écologique, hein, où on limite les intermédiaires. On sait que d'un point de vue économique, même si je ne suis pas économiste, on sait que les enseignes de supermarchés peuvent imposer des prix dérisoires aux producteurs et que donc c'est néfaste pour les producteurs qui sont obligés de plus produire, d'utiliser des engrais pour compenser en fait, ces manques à gagner. Donc le fait de fonctionner en circuit court, c'est pas seulement une contrainte économique, c'est aussi une contrainte écologique. Voilà. Il y a énormément d'aspects qu'on pourrait mentionner à l'observation de ces ronds-points. Juste pour conclure, il me semble que c'est important, donc il faut vraiment se poser la question pour les médias, de quel point de vue on décrit un phénomène. C'est important, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la parole au président de la
public, mais je dis qu'il faut aussi donner le point de vue des personnes dont on parle. Il ne faut pas seulement parler d'elles, mais il faut leur donner la parole, que ces personnes aient l'occasion de se décrire elles-mêmes. Et donc ça pose la question des médias, et ça peut encourager aussi à utiliser YouTube comme une source pour créer des corpus pour des recherches en sciences, en SHS. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci Augustin. Le temps file et on déborde.